Bonjour et bienvenue dans Tech aux transformations en cours, une émission de News Assurance Pro, un partenariat avec CGDIM Insurance Solutions. Nous allons parler d'innovation, de transformation et de relations clients. On y va ? Pour ce nouvel épisode de Tech, nous recevons Paul Esmin. Vous êtes directeur général adjoint de Covéa. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Simon, président de CGDIM Insurance Solutions. Bonjour. Bonjour. Alors, le groupe Covéa a vu son résultat et son chiffre d'affaires baisser suite à la crise Covid. Comment se présente ce début d'année 2021 ? Alors déjà, peut-être sur 2020, il faut dire que ça a été une année qui est très contrastée. C'est vrai que sur la partie résultat, on a un résultat qui diminue presque de moitié. En revanche, sur le plan de l'activité, c'est beaucoup plus contrasté. C'est-à-dire que comme l'ensemble des autres assureurs, on a un chiffre d'affaires vie qui diminue fortement. En revanche, sur le yard, c'est plutôt une bonne année puisqu'on a gagné pratiquement 50 000 assurés. Sur 2021, très honnêtement, il faut être prudent. Je pense que vu l'année particulière qu'on continue à vivre, aller jusqu'à faire des prévisions sur ce que pourrait donner 2021, ça serait pour le moins hasardeux. Pour l'instant, on est plutôt dans une bonne année, dans une bonne dynamique commerciale, aussi bien en vie, où il y a plutôt un rebond par rapport à l'année dernière, qu'en yard, où on est dans la poursuite de ce qu'on a vu en 2020. Lors de la présentation de vos résultats annuels, vous avez annoncé le lancement d'un nouveau plan stratégique à horizon 2024. Quelles seront les priorités de ce nouveau plan ? Alors, le plan stratégique, le futur plan stratégique qui couvrira la période 2022-2024, il est encore en cours de construction. Donc on pourra le présenter de manière finalisée quelque part à l'automne. Aujourd'hui, vous comprenez bien que je ne peux pas en dire encore grand-chose. Néanmoins, sans crainte de trop se tromper, on peut considérer qu'il y aura un accent assez fort qui continuera à être mis sur l'expérience client. Je pense que c'est le nerf de la guerre pour pas mal d'assureurs et Covéa ne fait pas exception. Il y a aussi un autre aspect sur lequel on veut se développer fortement, c'est le B2B2C. Donc ce seront, je pense ne pas me tromper, des éléments importants de notre plan stratégique. Bien sûr, il y a d'autres éléments de réflexion, les différents marchés sur lesquels on souhaite se développer, le rôle de la data par exemple, mais pour tout ça, je pense qu'il faut attendre l'achèvement de ce plan stratégique quelque part à l'automne. Est-ce que vous allez changer de stratégie suite à la crise sanitaire ? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez changer ? Alors, une stratégie, ça ne se change pas du jour au lendemain. Il peut y avoir des aménagements, des points d'inflexion. Maintenant, sur les différents marchés sur lesquels on souhaite aller, je pense que c'est pas la crise sanitaire qui bouleverse notre réflexion. Néanmoins, il y a un certain nombre d'enseignements, évidemment, de la crise sanitaire, des mois qu'on vient de traverser. Ça porte notamment sur la relation client, je pense qu'on va en parler. On voit bien que les flux, notamment, se sont déformés. Ce n'est pas un bouleversement, ce n'est pas non plus une surprise, mais c'est plutôt une accélération des tendances qu'on voyait à l'œuvre depuis maintenant plusieurs années. Donc, bien évidemment, il faudra en tenir compte. Philippe Simon, est-ce que vous, chez CGDIM, vous avez observé des changements de stratégie majeurs chez vos clients assureurs ? Alors des changements de stratégie majeurs, non. Ce qu'on a vu, c'est l'accélération de projets qui étaient en cours ou qui étaient en portefeuille. Alors bien sûr, j'ai enfoncé une porte ouverte, mais la digitalisation de processus est en forte accélération. Mais ce qui me paraît changer sur ce terrain de la digitalisation de processus, c'est une approche plus holistique du sujet. Voilà, donc on ne raisonne plus de digitalisation d'un processus et d'un autre, mais bien les parcours clients dans leur globalité, digitaliser l'ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je crois pouvoir dire que maintenant, l'externalisation n'est plus un sujet tabou. On voit ce sujet dans toutes les réflexions des dirigeants. Et donc, on voit se dessiner deux leviers de transformation majeurs, l'optimisation et la digitalisation des processus d'un côté, donc en interne dans l'entreprise, et ou une externalisation de processus potentiellement complète auprès d'un prestataire du marché. Paul Esmin, quelle est votre vision sur votre politique en matière de délégation de gestion ? Est-ce que vous pensez qu'elle peut être un levier de transformation pour les entreprises ? Je pense que sur ce sujet, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres, il faut être pragmatique. Il n'y a pas de dogme en matière de délégation de gestion ou d'externalisation. Ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que sur les fonctions cœur de métier,
sur ce qui est hautement stratégique, évidemment, on a une préférence pour l'internaliser. Et ça c'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, ça sera vrai demain. Maintenant, la délégation de gestion, on la pratique sur un certain nombre de plans, ça a démontré son utilité. Je peux prendre quelques exemples, ce n'est pas exhaustif, mais par exemple, quand on se lance sur un nouveau segment, évidemment, ça peut être un moyen d'aller plus vite, de mettre en place une délégation de gestion, et donc de tester le marché, de regarder ce qu'il en est, et de se déployer plus vite que si on avait dû tout internaliser. Un autre aspect, c'est l'utilité pour absorber les pics d'activité. C'est vrai que parfois, fonctionner en délégation de gestion, ça peut être une bonne solution. Il n'y a pas de réponse absolue sur ces sujets. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il faut mesurer la valeur ajoutée. On fait de la délégation de gestion sur un certain nombre de plans. Encore une fois, ça ne doit pas être quelque chose de majoritaire, ça doit être plus l'exception que la généralité, mais quand ça démontre une valeur ajoutée, pourquoi pas? Très bien, on va maintenant parler du groupe Covéa. Vous êtes une des SGAM les plus anciennes du marché de l'assurance, du marché français de l'assurance. Quel est le niveau d'intégration des différentes marques du groupe, donc MAF, MMA et GMF, au sein du groupe Covéa? En réalité, ce degré d'intégration, il est fonction des sujets, il est variable. Et ça a été toute la construction de Covéa d'essayer d'avancer à un rythme qui soit cohérent sur ces sujets. J'ai parlé de pragmatisme sur le dernier sujet, je pense que ça s'applique aussi en matière d'intégration du groupe. Ce qu'on peut dire de manière plus concrète, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels nous sommes parfaitement intégrés, où les choses ont été mutualisées, et ce depuis longtemps. Je pense par exemple à toute la politique d'investissement, l'investissement des actifs, à la gestion des risques, à la réassurance. On a des directions techniques qui sont largement communes sur les différents marchés. Donc tout ça a été quand même assez largement intégré. En revanche, les différentes marques du groupe, donc GMF, MAF et MMA, gardent totalement sous la main ce qui est leur cœur d'activité, c'est-à-dire toute leur force commerciale et ce qui est toute la gestion de sinistres de fréquence, qui est en réalité, de manière concrète, l'essentiel des activités si on parle en matière d'effectifs. C'est d'ailleurs assez logique, puisqu'on a des marques qui ont des sociétariats différents, qui ont des modes de distribution différents. MMA fonctionne au travers d'agents généraux, alors que les deux autres sont des réseaux salariés. Donc en réalité, il n'y aurait pas tellement de valeur à essayer de rapprocher tout ça. Il faut que les spécificités des marques continuent à s'exprimer. Il faut qu'elles puissent s'adresser de manière différente en fonction de leur ADN, en fonction de leur culture, à leurs assurés. Et en revanche, tout ce qui gagne à être mutualisé, ça doit l'être, tout simplement, parce que c'est un souci de synergie, d'efficacité, et donc en creux derrière de tarifs. Notre recherche est toujours de pouvoir proposer les meilleurs tarifs à nos assurés. Face à la crise que nous sommes en train de traverser, est-ce que les liens de solidarité entre les différentes entités du groupe Covéa ont joué leur rôle, ont rempli leur mission face à cette crise? Alors, je ne parlerai pas de liens de solidarité, c'est-à-dire qu'au sein de la SGAM, il y a une solidarité financière qui doit s'exprimer si l'une des mutuelles est en difficulté. Là, on n'est pas du tout dans cette situation, même si le résultat a été moindre que d'habitude, il reste positif, et puis de toute façon, les différentes mutuelles qui composent Covéa sont extrêmement solides. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que le fait d'appartenir à un groupe, ça nous a permis de déployer des mesures de solidarité supérieures à ce qu'on aurait pu faire dans le cas contraire. Ce qu'on a vu au travers de cette crise, quand même, c'est pas une nouveauté, mais c'est tous les bienfaits de la diversification en assurance. Encore une fois, diversification, c'est le principe même de l'assurance. Mais là, je pense qu'on en a une illustration parfaitement limpide, avec certains segments qui sont finalement peu touchés par la crise, voire qui ont une sinistralité plus faible que d'habitude, et d'autres segments, je pense notamment aux pertes d'exploitation, avec une sinistralité record bien plus importante que d'habitude. Et finalement, ce distinguo entre segments d'activité, il correspond aussi chez Covéa à des distinguos entre sociétés, parce que si on prend MAF ou MMA, elles sont beaucoup plus exposées sur le risque de perte d'exploitation que la GMF, qui est une structure qui est essentiellement sur les risques de particuliers.
Donc tout ça pour dire que le fait d'avoir cette diversification dans le groupe en termes d'activité, mais aussi en termes de business mené par chacune des marques, et le fait d'être dans un groupe qui soit très solide financièrement, c'est ça qui nous a permis de déployer des mesures de solidarité qui sont extrêmement importantes. On va maintenant parler de relations clients. C'est un de vos sujets de prédilection chez Covea. Alors, est-ce que vous avez des illustrations concrètes sur comment la technologie est au service de la relation client, des illustrations, des chantiers en cours? Déjà, la relation client, oui, c'est une priorité chez Covea. Je pense que vous ne me démentirez pas, c'est une priorité chez la quasi-totalité des assureurs. Tout simplement parce qu'on voit bien qu'il y a une dimension stratégique majeure là-dedans. L'enjeu pour tout le monde, c'est un peu le même, c'est-à-dire de pouvoir proposer la meilleure expérience, une expérience qui soit à la hauteur de ce qu'on peut trouver dans d'autres secteurs économiques. En tant que consommateur, voilà, on est tous habitués à commander en ligne, à se faire livrer des repas. Il faut qu'on trouve une équivalence, une relation client qui soit équivalente dans le secteur de l'assurance. Forcé de reconnaître que ce n'est pas toujours le cas dans la situation actuelle. Donc les enjeux sont là, ils sont clairs. En termes d'illustration concrète, il n'y a pas... vous parliez tout à l'heure de démarche holistique, je pense que c'est vrai, il faut regarder le parcours client dans leur ensemble, mais il ne faut pas considérer qu'il y a une action qui va être décisive. En réalité, il y a quand même une somme d'actions qui vise à améliorer chaque partie du parcours client. Alors si on prend des illustrations, sur la souscription, par exemple, on a un projet qui consiste à partir de photos du permis de conduire ou du relevé d'information ou de la carte grise, à pouvoir lire automatiquement les données et à pouvoir faciliter l'émission des devis et la souscription. Ça, c'est par exemple au moment de la souscription. Au moment de la gestion des sinistres, on a un projet, c'est même d'ailleurs assez mûr, qui consiste à partir de photos qui sont prises du véhicule en cas de dommages matériels, à estimer si la pièce peut être réparée ou si elle doit être remplacée. Ça fonctionne sur des mécaniques d'intelligence artificielle. Là aussi, c'est aujourd'hui une technologie qui est relativement mature. Donc, relativement mature, elle est déjà opérationnelle? Elle est déjà en partie opérationnelle. Alors, on a pour ça, ça signifie quoi? Ça signifie du gain de temps pour les assurés, tout simplement parce que l'expertise est faite de manière automatique, donc de manière plus rapide. Ça signifie aussi des économies. Et donc ces économies ont un impact vertueux sur les tarifs d'assurance, dans un contexte où on le sait, en assurance auto, les coûts moyens ont tendance quand même à fortement augmenter, notamment en cas de dommages matériels. Pour un dernier exemple, sur l'assistance, on a des mécanismes aujourd'hui de voicebot, on travaille sur des mécanismes de voicebot qui visent à automatiser, pour des cas d'assistance simple, le missionnement des dépanneurs, par exemple. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une somme d'actions qui servent concrètement à améliorer l'expérience client. Mais encore une fois, je suis d'accord, il faut regarder les choses dans leur ensemble. Il ne faut pas regarder les choses de manière isolée. Il faut regarder les parcours clients de bout en bout pour voir où sont les points problématiques et essayer de manière assez systématique de les corriger, de les optimiser. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces exemples en assurance dommage, Philippe Simon? Est-ce que vous pensez que la crise a transformé l'expérience client des assureurs? Comme l'a dit Paul Esmin, effectivement, la relation client, c'est un peu l'affaire de toutes les entreprises. Moi, j'ai entendu dernièrement un chiffre qui disait que 40% des assurés choisissent leur assureur ou de rester avec leur assureur en fonction de la qualité de cette relation client. Or, je trouve que la relation client dans le monde de l'assurance est très typée par rapport à d'autres secteurs d'activité. Il y a deux temps forts, entre guillemets, dans la relation client, c'est la souscription et la gestion des sinistres. Et souvent, la gestion des sinistres, dépendant des segments d'activité, elle arrive une fois de temps en temps, le plus rarement possible. Il n'y a qu'en santé où on a cette répétitivité de contact au moment des sinistres. Et on le voit quand on est assuré soi-même, la façon dont est traité le sinistre, l'empathie que vous allez trouver chez votre assureur, l'écoute, la rapidité de traitement de ce sinistre, ça aura un impact important sur la fidélité que vous aurez avec votre assureur. Ce qu'on a vu se dessiner pendant la crise et que je trouve intéressant, c'est on a vu beaucoup d'actions d'assureurs proactives vers leurs assurés, qu'ils soient particuliers ou entreprises. D'ailleurs, je trouve que ça a été
peut-être trop passées sous silence, ces actions proactives, donc de façon à s'enquérir des difficultés particulières, expliquer peut-être les garanties disponibles du contrat, trouver des dispositions en fonction de situations particulières et difficiles. Et donc c'était pour moi un peu une première d'aller chercher l'assuré dans des moments de vie qui étaient particulièrement difficiles. Et je crois qu'on peut en retirer quelque chose d'intéressant pour la suite. Voilà, pour développer cette relation client et l'améliorer durablement, est-ce qu'il n'y a pas là un terrain à creuser justement de détection des moments de vie? Est-ce qu'à partir du moment où on sait détecter des moments de vie, Paul Hesselman parlait tout à l'heure de data et d'analyse de data, on sait aujourd'hui qu'avec des signaux faibles, on sait tirer des enseignements sur ce que vit l'assuré ou ce que vit l'entreprise dans son quotidien. Je pense qu'on a là des terrains pour aller développer des nouveaux champs entiers de relations clients et qui seront bénéfiques pour aussi potentiellement détecter des nouvelles opportunités de business. Maintenant, nous allons parler de distribution. Covea, vous avez un des réseaux de distribution les plus étendus du marché de l'assurance. Face à la crise, les confinements successifs, mais également la baisse de fréquentation des agences ces dernières années, est-ce que vous allez revoir votre stratégie de distribution ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on est un groupe partiellement intégré. La question de la distribution, c'est une analyse qui se fait marque par marque. Tout simplement parce que nos marques sont concurrentes entre elles. Dit autrement, on ne va pas fermer une agence MAF parce qu'on a une agence GMF à proximité. Nos marques sont en concurrence entre elles au même titre qu'elles sont en concurrence avec les autres. Donc c'est une réflexion qui se fait réseau par réseau. Même plus que marque par marque, réseau par réseau, parce que fondamentalement, certaines marques peuvent avoir plusieurs réseaux de distribution. Il y a un autre élément, c'est que le point de départ n'est pas le même d'une marque à l'autre. Si on parle de MMA, un ordre de grandeur, c'est à peu près 1500 points de vente. Sur GMF, on est sur un nombre de l'ordre de grandeur de 4 fois moins. Ce qui est assez logique, puisque MMA fonctionne au travers d'agents généraux, et de manière évidente, c'est un mode de distribution qui permet un maillage du territoire qui est plus important qu'un réseau salarié. Donc des réflexions qui sont différentes marque par marque. Maintenant, si je veux répondre à votre question de manière générique, on n'a pas une volonté du tout de vouloir réduire drastiquement le nombre de points de vente pour quelques réseaux que ce soit. Bien sûr, on observe, comme l'ensemble de nos concurrents, des modifications des flux. Ça a été encore une fois exacerbé dans l'année qu'on vient de traverser. En clair, il y a de moins en moins de visites spontanées en agence, il y a de plus en plus de flux téléphoniques et encore davantage de flux Internet. Néanmoins, on considère, et c'est une réflexion forte chez nous, qu'il faut laisser le choix aux assurés. Il y a un certain nombre d'entre eux qui privilégient le fait d'aller en agence. Il faut leur laisser cette possibilité et on doit conserver une vraie proximité avec nos assurés et sociétaires. Donc on veut garder un maillage, quelle que soit la marque, sur l'ensemble du territoire. Alors évidemment, ça et là, ça n'empêche pas qu'il y ait des réflexions, mais c'est la respiration naturelle d'un réseau pour savoir si tel ou tel point de vente est rentable, s'il doit être fermé, si d'autres doivent être ouverts. Ça, c'est quelque chose de continu, c'est permanent, ça va se poursuivre, mais il n'y a pas une stratégie générale disant on veut plusieurs centaines de points de vente en moins à l'horizon de quelques années. Ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pensez que dans les prochaines années, la part du digital sera beaucoup plus importante ? Ça me paraît écrit d'avance, mais c'est quelque chose qui n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qu'on observe année après année. Encore une fois, il y a plutôt eu une accélération dans les 12 derniers mois, mais ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. Maintenant, je pense que l'enjeu pour nous, comme pour d'autres assureurs, c'est de savoir concilier ce modèle omnicanal qui permet aux assurés d'utiliser le vecteur qu'ils veulent pour communiquer avec son assureur. Donc s'il souhaite effectivement mettre de plus en plus l'accent sur le digital, eh bien, on accompagnera cette transformation. Mais il faut cumuler ça avec un accompagnement humain. C'est-à-dire que, là aussi, c'est quand même une leçon des 12 derniers mois. C'est-à-dire qu'on a observé une satisfaction record de la part de nos assurés. On a une bonne année commerciale 2020 en IARD, on a gagné plusieurs dizaines de milliers de sociétaires, et surtout on a une fidélité qui a été particulièrement forte. Et si on écoute nos assurés,
c'est pas au fait d'avoir une bonne relation client digitale qu'on doit ça. C'est au fait qu'ils aient le sentiment qu'ils ont été dignement accompagnés dans une année qui était bouleversée. Donc il ne faut pas quand même oublier que notre métier, c'est un métier d'accompagnement, c'est un métier profondément humain. Donc on doit épouser les transformations de la société, on doit permettre à nos assurés de se connecter, d'avoir accès à leur dossier, à des souscriptions, à des gestions des sinistres en ligne s'ils le souhaitent, mais on doit le faire de manière humaine. Philippe Simon, est-ce que vous pensez que la vente en ligne en mode omnicanal va beaucoup se développer dans les prochaines années? Est-ce que c'est une priorité majeure des assureurs? Comme l'a dit Paul Esmin, moi je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Enfin, je crois qu'on a tous entendu tous les ans des grands cabinets de stratégie nous annoncer que dans les 5 ans qui viendraient, la souscription serait en ligne à hauteur de 20 ou 30%, en prenant pour exemple un ensemble de pays à l'étranger, d'ailleurs assez souvent anglo-saxons. Je pense qu'on n'y est pas, mais surtout, et je reprends un des points que vous avez mentionné, je pense que le marché est hétérogène. Déjà, il y a assurance et assurance. Je pense que les besoins en assurance santé, les besoins en prévoyance, les besoins en épargne ne sont pas forcément identiques. Et puis après, il y a des typologies d'assurés, et qui ont, pour certains, qui sont parfaitement à l'aise avec le digital et qui sont demandeurs d'avoir un parcours complètement digitalisé. D'autres qui ont besoin de rencontrer des conseillers. Alors ce qu'a changé la crise, c'est que maintenant ils arrivent à le rencontrer à distance. Voilà. Donc ça c'est une projection, si j'ose dire, du physique qui est intéressante. Donc on peut élargir cette surface de contact sans forcément élargir le réseau. Et puis après, il y a des assurés qui ont besoin des deux. Qui seront très adeptes de digital pour certaines transactions et qui auront besoin du conseil en face à face d'un conseiller sur d'autres. Donc moi je crois que l'enjeu des assureurs, c'est d'être capable de conjuguer ces différents modes d'échange avec leurs assurés et d'arriver à le faire sans couture, ce qui est pas forcément toujours un exercice simple. Alors une dernière partie dédiée aux services. Paul Esmin, quelle sera la place dédiée aux services au sein du groupe Covéa, qu'il soit en inclusion ou pas dans l'offre assurantielle? Je pense que l'objectif, il ne varie pas. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'il faut pouvoir proposer les services adaptés et les proposer au bon moment à nos assurés. Et c'est ça tout l'enjeu. Il ne faut pas essayer d'avoir une pléthore de services, la gamme la plus étendue possible. On se rend compte quand même quand on fait l'analyse de ce qui est utilisé, de ce qui n'est pas utilisé, c'est qu'il y a beaucoup de services qui sont proposés, je pense notamment au contrat santé, qui sont assez peu utilisés. Soit parce qu'ils ne trouvent pas leur destinataire, soit parce que même les assurés n'ont pas conscience de l'existence de ces services. Donc l'enjeu, a fortiori dans un monde où on pourrait connaître quand même une situation économique complexe pour un certain nombre de nos assurés, et que bien évidemment, plus il y a de services proposés, plus ça a un impact sur le prix des contrats d'assurance, il n'y a pas de miracle, c'est vraiment de prioriser, c'est de se demander qu'est-ce qui est important, et une fois qu'on a identifié quels sont les services qui sont vraiment utiles, qui sont vraiment importants, et d'être capable de les proposer au bon moment. Vous parliez tout à l'heure de l'utilisation de la donnée, je pense que c'est absolument fondamental. Il faut être conscient qu'on a une bande passante qui est limitée pour échanger avec nos assurés. Ça ne sert à rien de vouloir leur proposer des centaines de services et de les laisser faire le tri dans ce qui pourrait leur être utile. Il faut savoir détecter les moments de vie à partir d'un certain nombre d'outils qu'on a, à partir des données qu'on a. On a une plateforme de services aussi maintenant sur nos espaces clients. Il faut être capable d'identifier ces moments de vie et en fonction de ça, de pouvoir proposer les bons services au bon moment. Toujours en inclusion ? Oui, essentiellement en inclusion, parce que la réalité là aussi, c'est que des services en inclusion, on peut les proposer à des tarifs beaucoup plus contenus que des services qui sont optionnels. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur des services optionnels, mais en priorité, il faut être sur des services en inclusion. Alors Philippe Simon, quel regard portez-vous sur ce modèle économique des services ? Sur le diagnostic, je suis là aussi en accord avec Paul Esmin. Je pense qu'on a connu par le passé une offre qui était pléthorique dans le domaine des services, qui était très très majoritairement en inclusion. Et force est de constater qu'elle a trouvé une appétence assez faible envers son public. Et j'ai envie de dire, dans certains cas, c'était même peut-être l'intérêt
de l'assureur que les services ne soient pas consommés, puisque in fine, il dégradait quand même, l'impact était la dégradation du risque technique. Et je pense qu'il y a effectivement, comme vous l'avez dit, ce déplacement vers beaucoup plus des bouquets, peut-être plus de services beaucoup plus réduits, mais beaucoup plus personnalisés, et donc qui seront et qui sont maintenant mis en avant en fonction de moments de vie. Là où j'ai peut-être une divergence de point de vue, c'est que je pense qu'à partir du moment où on va être capable de démontrer l'intérêt de ces bouquets de services pour l'assurer, on va être capable de démontrer la valeur que ça va avoir, et donc je pense qu'on pourra peut-être plus facilement les monétiser. Donc pour moi, c'est peut-être le moment de vérité pour les services, ce passage de services très généralisés en inclusion vers possiblement des services monétisés. Et il va y avoir peut-être un driver intéressant pour pousser ça, c'est la prévention. On a fait une étude récemment sur ce terrain. On voit aujourd'hui que 8 Français sur 10 sont sensibles au domaine de la prévention. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que 6 Français sur 10 considèrent que leur assureur complémentaire est parfaitement légitime pour leur proposer des services dans ce domaine-là. Donc je pense que c'est vraiment un terrain d'opportunités nouvelles pour nos clients, et que ça va être un moteur important pour les services dans les années à venir. Qu'en pensez-vous, Paul Aizemain ? Sur l'aspect, est-ce que ça doit être en inclusion ou est-ce que ça doit être quelque chose de complémentaire ? Payant ? Oui, de payant. Je ne suis pas en désaccord avec ce qui a été dit. Nous-mêmes, on a un certain nombre de services payants qu'on propose à nos assurés. Et pour certains, d'ailleurs, ils rencontrent une adhésion, ils rencontrent un public. Maintenant, quelle part ça doit prendre dans notre activité ? C'est le fond de la question. On sait que, je parlais de bande passante tout à l'heure, pardon pour l'expression qui est moyennement française, mais... Très tech, ça nous va. La réalité, c'est quand même que, quels que soient les réseaux de distribution, qu'on parle de réseaux physiques, même finalement sur les sites internet, on a une capacité de proposer des choses différentes qui est quand même limitée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander, l'exemple le plus évident, c'est un réseau physique, on ne peut pas lui demander de vendre 17 produits d'assurance et de vendre à côté une trentaine de services et d'être expert et d'être capable de les proposer tous. Donc il y a des choix à faire et par construction, notre métier, ça reste quand même avant tout l'assurance. Donc on peut avoir un certain nombre de services complémentaires, payants à proposer, mais je pense que le nombre, en réalité, doit rester, d'un point de vue pragmatique, assez limité. Merci beaucoup Paul Aizemain et Philippe Simon pour avoir participé à cette émission. Je vous retrouve bientôt sur News Assurance Pro.